bonjour à tout le monde et aux personnes que j'ai pas encore vues. Moi, je vais juste essayer d'animer cette table ronde en essayant de donner un peu des axes de réflexion, en sachant que on va probablement s'en éloigner si jamais les échanges mènent à ça. Donc pour les personnes qui étaient peut-être pas là ce matin, on a eu deux conférences. La première était sur la technocratie, la grande oubliée de la lutte des classes. C'était l'intitulé de la conférence. Et la seconde, du coup, qui portait sur l'intitulé étant les mirages et la misère de la décroissance qualifiée. Du coup, là, l'idée c'est de se retrouver dans cette table ronde pour amener une question qui va recouper quelques notions qui ont été évoquées ce matin et qui va aussi plus largement où on pourra avoir différents retours, différents points de vue. Qui est donc la question de comment la bourgeoisie s'approprie les espaces. Et donc dans cette notion d'espace, on va avoir différents aspects. Donc on va parler, je vais vous questionner d'abord sur les espaces plutôt géographiques, physiques. Après, potentiellement, si ça évoque des choses, de parler plutôt des espaces médiatiques et intellectuels, voir s'il y a des intérêts pour la bourgeoisie d'aller aussi potentiellement investir ces espaces. Et enfin, les espaces politiques. Voilà, voir quels enjeux il y a derrière pour la bourgeoisie. Donc on commencerait avec la question de comment la bourgeoisie s'approprie les espaces géographiques et physiques. Je sais pas si déjà ça évoque des choses à des personnes, soit parmi les intervenantes ou dans le public. Ouais, je peux commencer avec un exemple. Alors là, je suis un peu avec deux casquettes, on va dire. Je m'intéresse à l'extractivisme minier, mais j'ai aussi beaucoup milité sur les questions de jardin et de militantisme à travers ça. Je suis jardinier aussi, et ça me fait penser à un mouvement qui avait été lancé par Liz Christie dans les années 70 à New York. Alors je sais pas si on peut vraiment appeler ça de la bourgeoisie ou quoi, mais c'était un mouvement qu'elle appelait Green Guerilla, et en gros la ville elle était un peu il y avait un peu un crash immobilier, etc. Il y avait plein d'espaces qui étaient en ruine, abandonnés, et ils ont vu qu'il y avait des tomates qui poussaient dans des sacs poubelles dans les coins de la rue, et ils se sont dit peut-être qu'on pourrait réoccuper ces espaces en friche pour les refaire des jardins. Donc ça a été un peu la naissance des jardins partagés, des jardins communautaires et tout ça. Toujours est-il que je veux en venir, c'est que en fait les jardins qui ont été mis en place et puis aujourd'hui encore se forment ces sortes d'actions de réappropriation d'espaces qui sont en désuétude dans la ville donnent souvent en fait une plus-value financière et une plus-value financière pour je sais plus quel est le taux d'augmentation du prix que peut avoir un mètre carré d'espace vert dans une ville, mais qui est assez importante. Du coup, l'idée à la base, elle partait d'une idée sincère de recréer des espaces pour mieux vivre en ville, de apporter un peu de verdure et tout ça. Mais finalement, ça a eu un impact négatif sur le fait que certaines personnes qui habitaient dans ces coins-là ont dû petit à petit quitter ces endroits-là. Alors, je pense vraiment à quelque chose, mais donc il y a la question, et oui, du coup, question financière et puis de gentrification assez importante aussi. Vu qu'il y a l'augmentation des prix, ça fait venir d'autres personnes, et du coup, voilà. Du coup, par rapport à la question de comment la bourgeoisie s'accapare des espaces, je pense que c'est intéressant aussi de se questionner sur c'est quoi l'intérêt quels sont les intérêts qu'a la bourgeoisie. Et un des intérêts que peut avoir la bourgeoisie, c'est les intérêts économiques. Donc t'en parlais là. En fait, les intérêts économiques, j'ai pas précisé, mais je vais le préciser un petit peu après, d'où je parle aussi là pendant cette table ronde. En fait, c'est que
la bourgeoisie, vu qu'elle a un intérêt économique, elle va aller sur certains territoires pour cette raison-là. Et du coup, si je prends le cas de Nantes, dans la ville dans laquelle je vis, on voit assez aisément que du coup la ville de Nantes a des terres, est propriétaire de certaines terres et va à un moment donné vouloir vendre cette terre-là à des promoteurs immobiliers, du coup de la classe bourgeoise, pour une question de rentabilité et du coup de se faire pas mal d'argent. Et du coup, ce qu'on voit en fait, c'est que ça crée un phénomène d'urbanisation, de giga-métropolisation même, de plus en plus. Les villes s'étendent et du coup, la classe bourgeoise, en fait, va venir comme ça, hop, construire à tout va sur des terrains, en tout cas beaucoup de terrains en friche. Notamment, nous, c'est ce qu'on voit dans la partie est de Nantes, qui s'appelle Doulon-Gohard, qui en fait historiquement étaient des terres maraîchères et en fait depuis de nombreuses années se fait grignoter petit à petit dans cet objectif de s'étendre, de bétoniser et d'urbaniser et en fait ça, le moteur principal, c'est un intérêt économique, quoi. Du coup pour ça il y a un exemple dont je pourrais parler qui est le jardin des Ronces, qui est un jardin qui est occupé depuis un peu plus de 10 ans, 11 ans exactement, qui est un squat ou un ZAD ou un jardin à défendre comme tu mentionnais, peu importe selon d'où on vient, à ce que ça vous évoque, mais en gros c'est une occupation de 1,5 hectares de friche, principalement de ronces du coup, d'où le nom. Et l'idée en fait de cette occupation, c'est de lutter contre l'urbanisation massive de cette zone-là de Nantes, et aussi pour objectif de se réapproprier des savoirs. Donc c'est un peu secondaire, mais c'est quand même important de se réapproprier des savoirs qui sont aujourd'hui perdus, donc des savoirs agricoles, des savoirs de jardiniers, des savoirs aussi autour des outils. Etc. Parce qu'au Jardin des Ronces, on fait le choix de ne pas utiliser d'outils mécaniques. Et du coup, l'idée, c'est comment fabriquer ses propres outils et des choses qu'on peut aussi retrouver au Magdestin. Donc ça, c'est juste pour vous présenter un petit peu le contexte du Jardin des Ronces. Et en fait, ce qu'on voit, ce que la bourgeoisie, la stratégie de la bourgeoisie face à ça, face à tout ce projet-là de longueur et d'urbanisation, en fait, il y a plusieurs... il y a plusieurs actions qui vont être mises en place pour que les personnes acceptent ce projet, pour qu'il soit rendu acceptable auprès notamment des habitantes, et aussi pour des raisons d'électoralisme auprès de globalement les habitants de la ville. Donc il y a une première stratégie qui va être l'acceptation sociale entre guillemets. Donc c'est une stratégie qu'on voit très bien dans le territoire où on se trouve. C'est on sait que aujourd'hui la bétonisation, etc., elle peut être critiquée, donc on va essayer de rendre ça attractif, et du coup on va commencer par d'abord construire des écoles ou des super belles pistes cyclables. Voilà, et du coup c'est beaucoup plus accepté socialement que d'arriver direct avec des gros bâtiments assez moches qu'on peut trouver dans un éco-quartier qui se trouve à Bautières-Chênay, pas loin du Jardin des Ronces, où eux, là, pour le coup, ils avaient d'abord mis des bâtiments comme ça, et donc ça a été critiqué d'emblée. Là, on voit que maintenant, les stratégies, elles changent, quoi. On construit d'abord ce genre d'infrastructure pour attirer et se faire accepter socialement. Je suis un tout petit peu longue, mais j'essaie d'étayer un peu le propos. Ensuite, il y a une autre stratégie qui est un autre argument plutôt, c'est la nécessité de loger des personnes. Bah oui, il faut bien loger les gens, donc il faut construire plus. Et face à ça, il y a un des arguments qui est assez facile à répondre, c'est en fait aujourd'hui quand on regarde le nombre de logements vacants, c'est-à-dire qui ne sont pas occupés, est nettement supérieur, juste si on prend le nombre de personnes qui seraient sans domicile par exemple. Le nombre de logements vacants est bien supérieur, donc en fait le besoin de logement aujourd'hui il est pas réel, il est pas j'ai pas les chiffres là en tête, mais on sait quoi, il y a des chiffres qui sont sortis sur ça, donc voilà, c'est un argument qui est en vrai assez facilement rejetable.
Un gros argument aussi que nous on voit dans notre lutte, c'est la compensation écologique. Parce que évidemment, en arrivant, en voulant urbaniser, ils s'attendent forcément à un retour de bâton et de critique en disant bah oui, mais en fait, ça vient détruire des écosystèmes, ce qui est vrai. Mais du coup, face à ça, eux, ce qu'ils vont faire en fait, c'est de dire non, mais on a une super proposition, c'est qu'on va compenser écologiquement. Certes, on va détruire, certes, on va construire, mais à côté de ça, on va replanter plein d'arbres. Ou on va, alors là, c'était le cas, on va mettre, enfin, je vais en parler un tout petit peu après, mais une mare avec des grenouilles sur ce territoire-là, donc c'est ok. Et par exemple, le jardin des Ronces, potentiellement, dans ce qu'on a su, c'est le projet, ça serait de le garder, mais de le garder à la manière d'une ville. C'est-à-dire qu'il soit tout beau, qu'il y ait des belles allées potentiellement bétonisées, qu'il soit vraiment contrôlé et qu'en fait on perde complètement l'essence que nous on essaie d'avoir au jardin des Ronces. Je l'ai pas précisé, mais sur l'hectare et demi de ronces, on cultive uniquement un tiers et c'est volontaire. Parce que on le voyait hier avec Philippe pendant la visite des arbres, c'est la première étape pour tenter de refaire naître une forêt. Enfin, je le dis peut-être pas aussi bien que lui, mais en gros, c'est de laisser le roncier vivre en fait. Et nous, on le voit au jardin des Ronces, il y a énormément d'espèces, quoi. Il y a des hérissons, plein d'oiseaux, des oiseaux tout à l'heure. Enfin voilà. Et du coup, si la ville en fait s'approprie le jardin, ça serait à la manière des villes et donc pas du tout écologiquement souhaitable. Et du coup, là, je vais finir sur ça et en fait, je pourrais potentiellement tendre des perches à d'autres personnes. Mais autour de la compensation écologique, ce qu'on voit aussi, c'est que la bourgeoisie peut utiliser l'argument qui est de « Ok, je vais détruire tel espace, mais je vais aller reconstruire là-bas. » Et là, en fait, ce que l'actualité toute chaude là, de cette semaine, c'est « Ok, on va virer 350 personnes roms qui habitent ces terres depuis certaines familles depuis plus de 15 ans. Et du coup, on va les virer pour justement ce que je disais là, les mares pour mettre des grenouilles, planter des arbres, etc. Donc c'est parfait parce que du coup ça nourrit une politique raciste d'exclusion de certains types de populations. Ça fait l'argument de compensation écologique parce que voilà, on laisse la nature émerger. Et du coup c'est complètement une absurdité en fait Enfin, la bourgeoisie en soi a son intérêt économique qui est bien là, mais quand on le présente de cette manière-là, ça montre que c'est peut-être un peu plus absurde que ce que eux présentent. Voilà. Et du coup, je parle beaucoup, mais c'était une manière pour moi de dérouler ma pensée un peu plus fluide, quoi. Et la politique raciste, je pense qu'elle est importante à prendre en compte, en tout cas dans le territoire nantais. Aussi parce qu'il y a un autre territoire sur ce qu'ils appellent les champs de manœuvre qui sont en train de... Donc il y a 50, je crois que c'est 50 hectares de forêt aujourd'hui qui sont en train de petit à petit rogner, notamment pour construire un CRA, un centre de rétention administratif, en gros une prison pour personnes étrangères, que eux ne veulent pas appeler prison mais c'est une prison. Et ça pose réellement problème et nous on le voit dans la ville de Nantes comment le système oppressif envers les personnes étrangères est en train de se resserrer petit à petit. Et là, le CRA, c'est pour 2027, donc c'est là. Et donc, en fait, l'urbanisation et la destruction de la nature, ça passe aussi pour faire ce genre de choses, quoi. Voilà. Et du coup, moi, je faisais un peu lien aussi avec les politiques racistes et coloniales. Donc là, c'est plutôt au sein des villes. L'accaparement des terres dans cette optique-là, mais en fait, je pensais aussi aux intérêts de la bourgeoisie plutôt industrielle et marchand autour de l'accaparement des ressources, comme ça peut être le cas par exemple en Afrique de l'Ouest, et c'est là où ce que toi tu peux défendre fait sens. GG. Voilà. Ouais, moi ça me faisait penser à un point ça faisait penser à un point où le collectif que je représente en Tech Résistance, qu'on essaie de médiatiser un petit peu, c'est ce qui se passe autour des data centers. Donc il y a tout un contexte là depuis 2-3 ans où on parle énormément de l'IA parce qu'il y a quand même un bond, en tout cas sur certains modèles qu'on connaît tous en fait, ChatGPT et des modèles un peu de à la fois grand public et à la fois qui peuvent servir aussi dans les process des entreprises.
Et il y a une compétition internationale au développement de cette nouvelle forme de technologie. Aux USA, eux, vu qu'ils sont toujours en avance sur nous, et qu'ils vont toujours en mode bourrin, ils ont mis 500 millions d'euros sur la table. 500 milliards, pardon. 500 milliards d'euros sur la table, sur plusieurs années. Et vu qu'on a un président aux intérêts de la bourgeoisie qui fait tout comme ses petits copains, lui, il a décidé de mettre la même proportion de notre PIB français que ce que les Américains, eux, mettent sur plusieurs années. Donc nous, la France, on va mettre 110 milliards pareil, d'euros pour développer l'IA, donc développer des infrastructures de data centers, développer des filières, etc. Qui pour en fait attirer les entreprises, attirer les capitaux, créer des filières spécialisées de technocrates et de gens qui vont travailler et irriguer toutes les grandes entreprises, quoi. Donc c'est énorme, hein. Là le plan Bayrou, je sais plus, c'est 40 milliards d'économies pour nous créer 2 jours fériés et compagnie. Là c'est du coup 110 milliards pour développer les data centers. Donc on voit où va l'argent et on voit où vont les économies des gens, quoi, des travailleurs. Et donc où sont implantés ces data centers? Essentiellement en région parisienne pour l'instant, mais ça va commencer à arriver un petit peu dans les autres régions. Et où ça en région parisienne? Pour l'instant c'est pas mal en Seine-Saint-Denis, ou également dans une ville qui s'appelle Duny. Je crois que c'est le plus grand data center de France qu'ils veulent construire là-bas. Donc il y a une lutte qui commence un petit peu dans le coin, où forcément les riverains, les citoyens sont mécontents. Il y a les associations de protection de l'environnement. Donc nous, on a notre groupe local parisien qui essaye de se bouger un peu sur ce sujet-là, qui en fait est précurseur de tout ce qui va se passer ensuite les prochaines années. Et on voit des procédures d'acceptabilité sociale, en tout cas d'imposition de ce projet, donc des mesures qui sont similaires à ce qu'on voit par exemple sur les centrales électriques, les centrales nucléaires, puisque ça commence de plus en plus à être des projets considérés comme d'intérêt général ou d'intérêt supérieur, d'intérêt stratégique pour l'intérêt de la nation. Et là, il y a notamment la loi de simplification de la vie économique qui est passée il y a quelques mois, qui a été votée par toute la frange des macronistes jusqu'au RN, qui a fait sauter plein de verrous, plein de normes administratives et qui a facilité l'installation de data centers sur des territoires en enlevant en fait beaucoup des procédures publiques de démocratie participative ou de consultation, quoi. Donc c'est des énormes infrastructures qui prennent plusieurs dizaines d'hectares, qui impliquent énormément de nuisances, on va dire ça comme ça, pour les populations en termes de consommation d'eau, en termes de consommation d'électricité, en termes de pollution également, parce que je prends celui du Nil, parce que j'ai les chiffres en tête, c'est plusieurs dizaines de groupes électrogènes, je crois que c'est 70 si je dis pas de bêtises, alors que normalement pour un hôpital par exemple c'est je sais pas 2 à 3 groupes électrogènes, quoi, et ça consomme énormément de fuel, donc ça rejette des pollutions de l'air, quoi, des polluants un petit peu partout, notamment aux abords des écoles. Donc il y a toutes ces nuisances là qui existent, qui vont être amplifiées, quoi, des terres également bétonnées. Il y a ça crée des espaces qui sont aussi privatisés, parce que même quand c'est des groupes pseudo-publics, bah en fait c'est tellement militarisé, il y a plus de 5 ou 6 espaces sécurisés pour entrer au fond du data center, quoi. Enfin, faut passer énormément de barrières. Donc en fait c'est un espace qui est plus du tout commun, qui est vraiment pour le capital et pour la valorisation de la production. Et c'est un espace en plus qui fait perdre de la valeur en fait aux gens normaux, quoi, qui fait perdre énormément de valeur foncière, puisque il y a des habitants qui avaient acheté leur maison il y a 2 ou 3 ans sans se douter qu'il allait avoir une méga infrastructure qui allait s'installer, et donc là je sais qu'ils étaient assez énervés lors de la première consultation publique qu'il y a eu, parce que ils se rendent compte qu'ils vont perdre plusieurs dizaines de milliers d'euros en fait sur leur maison, que c'est déjà dans des coins souvent moins desservis, où on paye quand même le prix de la nourriture presque similaire à Paris, etc. Donc, c'est déjà des coins où c'est pas forcément facile non plus d'acquérir une maison ou au quotidien, quoi, d'avoir accès à des services. Et donc eux, bah voilà, manque de bol. En tout cas, ils sont confrontés à cette construction d'infrastructures d'attente. Quand il y a des implantations d'entreprises, l'argument des capitalistes, c'est souvent de dire, regardez, on apporte de l'emploi et on va vous apporter de la richesse, et grâce à ça va être formidable. Vous allez pouvoir être sécurisé sur plusieurs années.
Mais là, un data center, c'est pas vraiment pourvoyeur d'emploi. En tout cas, où les emplois qu'il y a, c'est vraiment des choses, soit plutôt de la gestion de l'ordre, les gens qui sont aux barrières et qui vérifient les entrées, soit vraiment les technocrates, c'est-à-dire les ingénieurs ou autres qui savent exactement comment fonctionnent les infrastructures en leur cœur, quoi. Mais donc on est loin de l'infrastructure qui va amener des emplois aux travailleurs populaires, quoi. Donc là on est vraiment sur des espaces très vastes mais très vides en fait, et où c'est juste pour produire une forme de technologie très complexe et qui servira à d'autres populations que les gens de Duny ou de toutes ces villes de banlieue parisienne. Je peux rebondir c'était plus par rapport au jardin et à défendre et un peu les outils qui sont utilisés. J'ai aussi participé sur une ZAD, une zone à défendre vers 2012, quelque chose comme ça, dans l'ouest de Paris, sur une plaine maraîchère juste derrière la Défense. Et on a milité contre un projet d'extension d'un des plus grands magasins Carrefour d'Europe, contre son extension. Pareil, ils ont utilisé les arguments de l'habitat, donc ils avaient mis 2-3 maisons dans le programme pour qu'il y ait une acceptabilité sociale, une piste cyclable et tout ça. Et les outils qu'ils utilisent régulièrement, c'est de faire valoir les mesures de compensation déjà. Je peux en parler en 2 mots. Par exemple, ce qu'ils avaient prévu en mesures compensatoires, c'était de mettre en place justement des cabanes à hérissons dans un espace où il y a déjà des ronciers, il y a déjà tout ce qu'il faut. Donc mettre comme les abris insectes qui servent à rien, c'est des trucs en béton dans un espace où il y a déjà plein de fleurs et de quoi nourrir les insectes, ça a aucun sens. Et après, ils délimitent des espaces. Il y a un espace pas très loin qui a été délimité en espace naturel sensible, ENS. Et des espaces naturels sensibles, alors je confonds peut-être, c'est peut-être pas ENS, mais en tout cas il y a un espace qu'ils ont classé en espace d'intérêt faunistique en tout cas. Et quand ils sont classés de ce type-là, l'État a l'obligation de les rendre, enfin l'État ou le département, il me semble plutôt, a l'obligation de le rendre public. Donc c'est en gros pour que le public puisse voir ce que c'est les insectes, les oiseaux migrateurs qui se posent dans ce lac-là. Ce qui fait qu'ils bétonnent tout, ils font des petites allées, des parcs, des jeux pour les enfants en plastique, un gros parking à l'entrée, alors que c'était un espace naturel où il n'y avait pas besoin de ça pour que les... Bref, c'était aussi pour montrer un peu ce paradoxe et le mode de réappropriation d'espaces comme ça pour faire plutôt des espaces ludiques et de découverte. Et sinon, un autre outil qu'ils utilisent, mais qu'ils utilisent mal et qu'ils essayent de faire croire qu'ils utilisent bien, c'est comment ils répertorient aussi les espèces, la faune, la flore qui est sur ces espaces-là. Nous, ils avaient fait un relevé avec une entreprise qui travaille avec beaucoup d'entreprises d'architectes, de paysages et tout ça. Je vais pas la nommer, mais qui fait des référencements et qui le fait par exemple, les référencements, ils vont les faire à un moment clé de l'année. Ils ont l'obligation de le faire plusieurs fois normalement, mais je suis vraiment pas sûr qu'ils le fassent. Toujours est-il que sur le terrain, nous, on n'y allait qu'une seule fois, et un peu par hasard, on est tombé sur une espèce qui était protégée à l'échelle régionale, et qui a été devenue un peu l'emblème. C'était une menthe religieuse, voilà, qui est protégée par là-bas. Et eux, ils l'avaient pas référencé, par exemple. Donc ils savent aussi de ça, de cacher enfin, je veux pas être dans le complotisme ou quoi, mais toujours est-il que là, il l'avait pas référencé alors qu'elle était bien sur le terrain et en quantité, donc c'était pas juste une menthe religieuse. Et toujours est-il, j'essaie de terminer. Du coup, en tant que militant sur des luttes, il y a beaucoup cette utilisation des espèces protégées qui est utilisée. Il faut savoir qu'un des outils qu'ils utilisent aussi, c'est d'attendre en fait que cette espèce, elle ait quitté le lieu. Donc, il y a souvent l'exemple de rapaces ou d'espèces qui peuvent être protégées aussi, et ils attendent juste qu'il parte faire son vol migratoire ou je ne sais quoi, et à ce moment-là, du coup, ils rasent tout en disant il est plus là, c'est bon, on a le droit de raser. C'est un petit parallèle là-dessus. Non, moi je vais m'arrêter là. Ce que tu disais par rapport au fait que l'une des stratégies pour implanter des projets comme ça, c'est de dire qu'on va faire des écoles et ce genre de choses. Moi, j'ai vraiment vécu parce que pour le coup, j'ai été dans un campus où c'était exactement ça, c'est le campus Condorcet à Aubervilliers.
Et là-bas, c'est vraiment la quintessence de un peu tout ce qui a été dit. Où en gros, t'as donc déjà une école qui vient dans un vieux quartier industriel, le quartier de la Plaine, qui était le deuxième plus gros pôle industriel de France, je crois, après l'Alsace, un truc comme ça. Et du coup, ils ont implanté un campus universitaire. Il y a, si vous regardez comment c'est foutu l'architecture là-bas, c'est super intéressant parce qu'en fait, quand on est de l'extérieur, on voit juste une sorte de petit muret qui est haut comme ça, et on se dit ah bah on peut rentrer facilement, c'est un campus ouvert et tout machin. Et quand tu regardes un peu, en fait il y a un fossé avec des ronces qui ont été foutues dedans pour pas que tu puisses rentrer. Donc en fait cette porosité elle n'existe pas quoi. C'est vraiment un truc très colonial en fait j'ai envie de dire et très en fait le campus est très sécurisé. Il y a les portes en fait c'est vraiment des barreaux de 3 mètres de haut par exemple, il y a des caméras de surveillance, c'est plein de trucs comme ça. C'est très froid et ça donne vraiment l'impression que ouais le truc est impénétrable en fait. Et aussi ils ont tout cet argumentaire là de on met deux immeubles pour loger les jeunes. L'un des slogans de l'une des deux c'était quoi, c'était une sorte d'entreprise en fait qui gérait ces immeubles là. C'était engagé pour l'habitat des jeunes, comme ça. Et il y avait effectivement le petit potager avec les cabanes à insectes et tout. Donc je trouve que ce campus-là, il y a des gens qui l'ont étudié dès le début parce qu'en fait, il réunit vraiment toutes les problématiques, quasiment toutes les problématiques présentes là. Et c'est très intéressant à voir en fait à quoi il ressemble en fait cet endroit. Et c'est un modèle qui est de plus en plus, qui va de plus en plus s'exporter dans d'autres villes. Je pense qu'ils vont faire ça aussi à Saclay, donc au sud de Paris. Et il doit y avoir aussi d'autres villes en France où ils font ça en fait. Je me rappelle plus des exemples, mais en tout cas c'est un modèle qui a vocation à être exporté. Et je rajouterais aussi dans les arguments qui sont donnés, il y a au-delà de on met à dispo des logements ou des écoles, etc. Il y a aussi un argument qui est donné il y a le fameux 20 ou 25%, je crois que c'est 25% de logements sociaux qui est imposé par la loi lors d'une construction. Et en fait, ça c'est beaucoup utilisé aussi en disant on va construire des logements sociaux, donc c'est super. Et sauf qu'en fait, ça pose plein de problèmes à la fois sur comment je vais argumenter, comment je vais imbriquer mon idée. En gros, un des problèmes principaux, c'est que il y a pas mal de personnes qui vont être mis dans ces logements sociaux-là, qui potentiellement ont été des personnes qu'on a délogées, à qui on a imposé de déloger parce qu'on détruit certaines tours, par exemple, pour que ça fasse plus joli, dans un écoquartier, par exemple, etc. Du coup, qu'on va reloger dans ces fameux 25% de logements sociaux. Du coup, ça pose plusieurs problèmes. Déjà, au-delà du fait, je pense qu'il paraît un peu évident de juste déloger des personnes qui habitaient peut-être depuis des dizaines d'années dans un habitat. Ça pose aussi le truc de... en fait, ça casse complètement les solidarités qui ont pu être instaurées dans certains quartiers qui étaient en vrai cantonnés entre les personnes précaires, qui aussi est critiquable sur plein d'autres aspects, mais en tout cas, ça vient casser en fait c'est tout ce système de solidarité qui avait pu être créé. Et aussi, en fait, on vient mettre ces personnes-là dans les logements sociaux, sauf qu'à côté, en fait, il y a plein d'autres personnes qui vivent et qui, elles et eux, ont un capital économique bien plus élevé, qui du coup aussi, toutes les infrastructures qui vont être autour de ces logements vont être beaucoup plus adaptées pour des personnes qui ont un capital économique plus élevé. Et du coup, en fait, ces personnes qui sont potentiellement en situation plus précaire, en fait, vont subir... juste d'un point de vue économique déjà cette situation quoi. Voilà, c'est un autre des arguments qui peut être versé quoi. Moi je parle un tout petit peu d'Emile mais je sais plus trop les parties donc ça se trouve ça entame déjà un peu sur les autres parties. Je peux essayer de faire court sur 2-3 exemples d'accaparement. Alors il y en a c'est pas vraiment les mines, mais c'est quand même c'est avec l'Andra du coup à Bure qui veulent faire un centre d'enfouissement de déchets nucléaires. Où là-bas leur stratégie c'est de donner beaucoup d'argent aux mairies. Donc le petit village de Bure, c'est un tout petit village. Et vous avez des lampadaires à la Versaillaise au milieu. Vous avez des grandes routes bitumées, des gros ronds-points, des magnifiques écoles. Et une autre de leurs stratégies, c'est aussi d'acheter toutes les maisons et de toutes les raser pour éviter qu'il y ait des gens qui squattent et qui occupent le territoire. Ça c'est une forme d'accaparement. Après je pensais
à Imerys, du coup, qui est une minière plutôt enfin, notamment de kaolin et de lithium en France et à travers le monde, qui par exemple à Glomel en Bretagne a acheté toutes les terres en fait sur tout un territoire. Et au début, ils avaient un système de fermage où ils louaient les terres aux agriculteurs. Après, avec les tensions qu'il y a commencé à avoir, ils ont dit aux agriculteurs, bah, écoutez, nous, on vous les loue plus, ces terres-là, on vous les donne, enfin, on vous les prête gratuitement. Mais du coup, ça change le droit de fermage et qui protège quand même les agriculteurs et ce qui fait que maintenant, ils peuvent être expulsés à tout moment sans autorisation. Enfin, il y a c'est deux exemples d'outils. Et après, je voulais juste rebondir, c'est plus sur les minières, mais c'est sur les jardins à défendre, parce que tu as parlé des jardins à défendre, qui est du coup un jardin à Aubervilliers, avec plein de jardins ouvriers, qui existe depuis très très longtemps aussi. Et là, c'est le prétexte plus des Jeux Olympiques, où les Jeux Olympiques à Paris ont fait qu'il y a eu énormément de projets qui ont été portés. Alors en plus avec une commission qui était même plus locale, vu que c'était international. Ils se sont cru un peu de permis et là ils ont notamment détruit un jardin, ils se sont réappropriés. Et la mesure compensatoire en ayant détruit ce jardin-là, tous ces jardins-là, ça a été de replanter, je sais plus, 5-6 arbres au bord de la piscine olympique. Enfin, ce genre de choses qui vont en passer. Voilà, c'est des concis. J'avais envie de parler justement de l'agriculture un peu, enfin pas seulement, mais justement sur le fait de l'accaparement des terres par la bourgeoisie. J'ai l'impression aussi souvent qu'il y a une façon de repousser les populations moins aisées dans des lieux de plus en plus désignés où on les a mis là, dans cet endroit, on dit maintenant vous allez habiter là. Et en plus de forcer les populations à aménager certains endroits choisis, ça permet à la bourgeoisie de les asservir à leurs moyens à eux pour rendre les populations plus pauvres, en fait toujours plus dépendantes des moyens à la disposition des bourgeois. Et tu as parlé par exemple des agriculteurs, et je pense à ça, où on a toutes les méthodes en gros de production de nourriture qui étaient un peu locales ou quoi ont été petit à petit détruites par la bourgeoisie au cours des derniers siècles par la colonisation dans les autres pays, mais aussi dans nos pays amis, dans les pays occidentaux. Et du coup, tous les moyens de production locaux qui existaient avant n'existent plus. Et maintenant, les paysans se retrouvent dans des trucs gigantesques où ils sont obligés d'utiliser les moyens en gros qu'on leur donne. Par exemple, ils vont plus contrôler leur tracteur ou quoi. Et ils vont être obligés d'utiliser les moyens qu'on veut bien leur donner. Ils possèdent même plus le droit de réparer leur tracteur eux-mêmes, quoi. Et en fait, il y a la même chose qui arrive avec les populations du coup plus pauvres qui sont éjectées des centres-villes et qui vont se retrouver très loin en périphérie et qui vont être complètement dépendants du coup des réseaux de transport de la ville quand la ville devient en mettre en place, ou alors simplement de la voiture, et qui du coup ne peuvent plus vivre sans voiture ou sans transport en commun. Moi j'ai un exemple sur les mines que je trouve fou. Il y a quelques années, je suis allé à Kiruna, qui est une mine au nord de la Suède, donc un pays qui est quand même, genre c'est pas, genre c'est un pays qui est quand même assez, qui est très riche même. Et du coup, il y a je crois que c'est une des plus grandes mines de fer, en tout cas la qualité du minerai est assez, et je crois que c'est un des meilleurs d'Europe. Et eux, ils ont commencé à miner sous la ville. Et du coup, ils pouvaient pas continuer à miner sous la ville. Et en tout cas, pas tant que la ville était là. Et du coup, ils ont payé pour déplacer toute la ville. Il y a toute une ville. Alors, c'est pas non plus une très très grande ville, mais c'est peut-être, je sais pas moi, un quart de Rennes ou quelque chose comme ça. Mais ils ont bougé toute une ville. Et certains bâtiments qui étaient historiques, notamment l'église, une église en bois, qu'ils ont déplacé littéralement, quoi. Donc j'ai juste réfléchir aux moyens financiers que ça implique de reconstruire toute une ville, je veux dire, et de déplacer des bâtiments et le changement, au-delà des changements au paysage que la mine implique, quoi. On arrive à Kiruna, on voit juste des montagnes artificielles, quoi, des déchets, quoi, de gravier, voilà. Et ça va jusqu'à avoir suffisamment de moyens pour déplacer des centaines de milliers de personnes, quoi. C'est peut-être pas des centaines de milliers de personnes, mais je sais pas la taille de Kiruna, je pense pas que c'est aussi gros, mais en tout cas, un nombre considérable de personnes et toute une ville, quoi. C'est un exemple assez fou, quoi, de ça. Je vais donner 3 petites histoires pour être rapide, mais j'ai ramené quelques exemples de projets miniers d'un panorama des luttes qu'on a fait sur l'extractivisme minier. Et je pourrais en raconter des tonnes. Sur les mines, il y en a vraiment plein. Peut-être je donnerai un ou deux exemples après.
Et je voulais rebondir sur les questions agricoles et parler un peu en Palestine notamment, où là-bas ils se font depuis très longtemps couper notamment tous les oliviers, tous les moyens de subsistance, retirer il y a des, je sais plus si c'est pour faire le zaatar ou je dis peut-être une bêtise, mais en gros qui est interdit par les Palestiniens, mais du coup les Israéliens ils produisent du zaatar qui vendent après en Palestine. Enfin il y a des choses comme ça qui peuvent être mises en place, et du coup une réappropriation, j'allais dire culturelle, une réappropriation d'une production pour et asservir d'une certaine manière une autre population et la rendre dépendante de ces consommations-là. Et un autre exemple il y a un milliardaire aux États-Unis qui achète des arbres à travers le monde entier. Alors, et il achète des arbres qui sont plus que centenaires, donc il vient avec des énormes camions et il les monte dessus. Il paye super cher les endroits où il les prend. Et il a un parc aux États-Unis où après il les met sur des gros bateaux. C'est marrant parce que ça fait les gros bateaux qu'on voit qui paraissent énormes, on voit les petits arbres qui sont posés dessus. Donc c'est quand même des gros arbres. Et il les replante dans son jardin. Et là, c'est aussi sur la réappropriation bourgeoise d'arbres et d'un savoir, d'une biodiversité, de plein de trucs. C'est une petite histoire, je peux retrouver la référence si ça vous intéresse. Pour continuer dans les histoires joyeuses de ce genre, du coup, ouais, dans le monde minier, voilà, il y a toute la politique néocoloniale, notamment dans le continent africain, avec des grandes entreprises européennes, américaines ou australiennes, chinoises, qui vont en fait faire des accords avec des pays africains pour avoir accès aux ressources minières. Dans ces projets-là, on voit aussi des mécaniques d'acceptation sociale, parce qu'il y a aussi des contestations vis-à-vis de ces projets-là au sein des populations locales. Voilà, ils mettent en avant parfois la construction de routes, d'infrastructures pour les habitants locaux. Voilà, souvent, c'est des choses qui peuvent leur servir aussi dans le contexte du transport minier. Du coup, ça les arrange bien de construire une route. Mais ils utilisent le fait que ils le font du coup aussi pour les populations. Et du coup, on a des mécanismes du coup d'accaparement des terres par ces sociétés minières, notamment dans le rachat des terres aux villageois, du coup à des prix très forts, pour à la fois parfois augmenter la taille des mines, ou parfois même pour faire taire les contestations sociales. Et du coup, on se retrouve avec des situations dans lesquelles il y a des populations locales qui vendent la terre qui leur permet leur subsistance, parce que la compagnie minière offre un prix assez démesuré. Et du coup, ils se retrouvent avec une grosse somme d'argent qui ne peut servir au final qu'à financer le voyage des plus jeunes vers l'Europe et vers des terres où ils peuvent avoir une activité économique, étant donné que la terre de subsistance, c'est-à-dire la possibilité d'avenir pour cette famille-là, n'existe plus, étant donné que la terre vient d'être vendue. Non, moi j'avais juste en tête l'exemple brésilien avec le mouvement des paysans sans terre, où là-bas il y a une grosse lutte justement foncière entre du coup des paysans qui sont expropriés de leurs terres par justement une énorme, des gros industriels de l'agroalimentaire qui font notamment de l'élevage de bovins, il me semble, et ça leur demande des terres, des quantités énormes, et du coup ça en lien aussi avec la déforestation de la forêt amazonienne et ce genre de choses. Et du coup, ces paysans-là qui se retrouvent sans terre, se retrouvent à vivre dans des endroits qui sont pas forcément tout désignés, pour le coup, c'est un peu en nuance par rapport à ce que tu dis, mais à aller là où il y a moyen de trouver de quoi vivre, en fait, donc dans les favelas. Et aussi dans des régions plus pauvres, au Natal par exemple, au Nord-Est, à Natal ou Nord-Est, du coup, là-bas, c'est des conditions de vie très précaires. Pour des paysans qui se retrouvent sans leurs moyens de subsistance qu'ils avaient auparavant. Et je sais plus ce que je voulais dire là-dessus. C'était en tout cas pour donner un autre exemple d'appropriation par les bourgeois. Mais je sais pas bien comment fonctionne vraiment cette appropriation, si elle est légale ou pas, ce serait intéressant de poser.
moi je sais pas tellement un exemple précis, mais c'est plutôt un mécanisme international qui a beaucoup lieu, qui est du coup, je crois que le nom c'est la souveraineté par la dette, et c'est en fait un maintien de certains pays qui se retrouvent endettés envers des pays riches, et parfois qui se retrouvent endettés un peu à cause des pays riches, ou en tout cas des prêteurs, et souvent, ce qui se passe après, c'est que ça peut aller jusqu'à l'embargo, où on commence à confisquer du coup tous les biens qui sortent d'un pays, des choses comme ça. Donc ça va loin, quoi. Et c'est vraiment du coup un des mécanismes néocolonial international. C'est ça. À un moment, on parlait beaucoup des fonds vautours, des choses comme ça. Donc c'est lié à tout ça. Et une des choses qui se passe en fait, c'est que quand le pays se retrouve du coup incapable de rembourser la dette, il commence à y avoir des négociations. Et la plupart du temps, les négociations, c'est aller installer une entreprise, aller installer une mine, aller installer ou s'accaparer du coup du territoire. C'est un peu différent, mais il y avait l'exemple ukrainien récemment où les États-Unis voulaient avoir accès à leurs minerais. Je veux dire, voilà. C'est ce genre de mécanisme. Et ça, c'est assez commun à l'international. C'est assez régulier, quoi. Je sais pas. Et c'est porté par des États aussi. C'est pas juste des corporations qui vont exploiter. C'est porté par des États et nos États surtout. Ouais, ça me fait penser à une des pratiques utilisées, c'est vraiment s'accaparer les espaces, mais en tout cas c'est d'avoir un contrôle sur les populations, et notamment par les questions d'approvisionnement alimentaire sur des territoires, en rendant dépendants des populations. Je pense à des luttes en particulier où la lutte pouvait être en train de gagner, mais en fait ils ont bloqué l'approvisionnement en nourriture, et ce qui fait que la lutte peuvent tomber juste ça parce que les gens n'ont plus rien à manger. Et ça, c'est aussi la bourgeoisie qui contrôle cet approvisionnement. C'est pas tout à fait lié, mais ça faisait penser à des luttes sur l'extraction minière. Vu qu'on parle pas mal d'extraction minière, je peux donner quelques idées quelques exemples que je m'étais notés. Il y en a vraiment plein. Je voulais parler d'aujourd'hui, qui est quand même le 2 août, c'est la journée de commémoration des victimes liées au génocide au Congo. En sachant que notamment il y a eu des millions de morts, des tortures, des viols d'enfants, de personnes âgées. Ils essaient de tout mettre en place pour que les gens soient dépossédés de leur corps et dépossédés de leur vitalité, entre guillemets, pour agir et se mobiliser. Faut savoir que, alors pas que au Congo, mais il y a près de 10 000 entreprises qui sont en Chine, 10 000 entreprises chinoises qui sont en Afrique pour exploiter les minerais. Alors que la Russie est l'une des plus grosses milices en Afrique aussi pour contrôler les mines, réapprovisionner la guerre, etc. Qui a près de... après il y a plein d'enfants dans les mines, mais j'ai pas les chiffres en fait. Donc, et après je vais donner juste 2-3 exemples. Il y a aussi en Équateur, il y a Rio Blanco, qui est pour des mines de cuivre, si je me trompe pas, où le gouvernement leur a concédé par exemple 5700 hectares. Il y a le Portugal où il y a eu des autorisations minières d'exploiter, de faire des recherches minières sur près d'un tiers du territoire. Enfin, du coup, l'État met à disposition, vous pouvez faire des recherches, et ils ont le droit d'aller sur les terrains sans autorisation. Il n'y a pas besoin d'avoir viré les gens ou quoi pour faire les forages. Enfin, tout ça, c'est par rapport au code minier, du coup. Le code minier, du coup, en France, il a beaucoup changé aussi pour permettre qu'il y ait moins de réglementation sur les normes environnementales quand on veut monter une mine. Et il facilite l'ouverture de mines. Voilà, ça, c'est plus pour parler des outils plus administratifs ou juridiques qui sont mis en place et qui tendent vraiment à faciliter l'ouverture de mines. En sachant que normalement une mine, traditionnellement, il faut une dizaine d'années pour en ouvrir une. Ils visent, eux, à le faire en beaucoup moins. Ils visent à réduire les procédures démocratiques pour y arriver. Et un dernier exemple, c'est du coup en Serbie, où actuellement il y a un gros mouvement contre un projet de mine par Rio Tinto, voilà, qui est une énorme compagnie minière. Et il y a une énorme mobilisation de la population. Et ce qui est intéressant, de ce que je vois, moi, en tout cas, de ce que j'ai l'impression de comprendre, c'est que c'est avant tout une contestation de la démocratie et de
et de la manière dont le projet a été amené sur la table, plus que la mine en elle-même. Mais c'est quand même intéressant à regarder. Si vous voulez regarder sur la mine de Jadar en Serbie, il y a pas mal de documentation. C'est hyper intéressant tous ces exemples. Je pense que ça pourrait être intéressant de faire une sorte de typologie des moyens qui sont employés depuis la violence brute jusqu'à le travail par la propagande, de l'acceptation sociale, des mesures de compensation selon le type de territoire sur lequel on se trouve, etc. En ce qui concerne la violence brute, il y a des exemples qui sont très actuels, même si ça a été le mécanisme global de la colonisation historiquement, mais il y a encore des exemples très très actuels. Par exemple, je pensais à ce que j'avais lu dans le livre de journaliste Fabrice Nicolino qui s'appelle Bidoche sur l'industrie de la viande et sur la façon dont dans la forêt amazonienne au Brésil il y a des monceaux de forêt sur lesquels se trouvent des villages d'Amérindiens qui sont carrément brûlés, où il y a même des leaders amérindiens qui sont assassinés pour pouvoir déforester plus facilement et faire du soja OGM qui va nourrir des animaux que les gens bouffent. Et donc là, on est vraiment, on a un retour à la violence coloniale la plus brute, quoi, qui est celle qui a été utilisée au départ, parce que tous les exemples qui ont été donnés, c'est un peu historique, un peu général, mais Marx dans le Capital, à la fin du Capital, il fait tout un chapitre qui s'appelle l'accumulation primitive et qui retrace ce qui pour lui est le point de départ du capitalisme et le mécanisme en est l'essence, et tous les exemples que vous donnez, c'est le même mécanisme. C'est on s'accapare des terres, des espaces par tous les moyens possibles, donc de la violence jusqu'au droit, la propagande, etc. La dette aussi que tu as mentionné. Et ce faisant, ces espaces, ils vont être, on va exploiter la terre, on va exploiter les hommes qui s'y trouvent pour produire du profit. Et les gens qui s'y trouvaient avant, qui avaient déjà une activité avant, ils sont privés de leurs moyens de subsistance. Et Marx dit, ceux-là, ils vont être jetés en dehors de leur lieu, de leur village. Donc là, c'est dans l'Angleterre du 15e, 16e siècle qui décrit ça, qui pour lui est le point de départ historique du capitalisme. Et ils vont être obligés, comme ils sont privés de tout moyen de subsistance et de leur terre, ils vont être obligés d'aller soit mendier, mais du coup il y a eu des lois qui ont été faites pour rendre illégal et pénaliser la mendicité, et donc de développer le travail à l'usine, de s'embaucher comme ouvrier dans les usines, et c'est comme ça que le capitalisme devient industriel aussi. C'est-à-dire il a fait coup double en quelque sorte, il s'approprie des terres, il en chasse les gens, et ces gens il les récupère pour en faire une sorte de masse ouvrière. Et ce mécanisme continue depuis 5 siècles et se raffine en quelque sorte en trouvant des moyens de se faire accepter de façon moins brutale s'il y a besoin selon les territoires. Je pense que c'est plus ou moins affiné, quoi. Il y a des politiques coloniales qui sont faites dans certains pays, notamment d'Afrique de l'Ouest, où c'est même plus besoin d'affiner, quoi. C'est juste on vient s'accaparer vos terres parce que y a le suprémacisme blanc et parce qu'en fait on pense qu'on a tout droit sur vos terres et que voilà, on n'a même pas besoin de sortir un argumentaire, quoi. C'est juste on vient, on prend et voilà. Et du coup merci beaucoup. Je trouve ça hyper important de parler de ce qui se passe au Congo en ce moment et de ce qui se passe autour de la politique coloniale dont je trouve qu'on parle pas assez. Et tu parlais des loisirs tout à l'heure et ça m'a aussi fait penser au tourisme qui est aussi important à noter sur donc c'est globalement quand je parle de tourisme, je parle notamment du tourisme à l'international qui est fait notamment par une classe bourgeoise et l'impact en fait de ce tourisme-là sur les territoires est assez dramatique. Quand on voit des pays comme la Croatie, comme l'Albanie, qui est en train de suivre le même chemin que la Croatie par exemple, en fait on vient transformer un territoire entier, on vient transformer aussi c'est même pas transformer, c'est on vient effacer une culture pour en fait mettre à disposition des villages de touristes qui sont vides hors saison, quoi, qui est assez flippant à traverser et qui vient en fait complètement
effacer tous les aspects culturels hyper riches d'un territoire et bien sûr tout ce qui concerne les infrastructures, la biodiversité, j'en parle même pas quoi, mais du coup je pense que le tourisme a un impact, si on reprend vraiment la question qui était l'accaparement des espaces, le tourisme fait partie quoi, et via la classe bourgeoise. C'était juste aussi rappeler, effectivement, je reviens à tout ce qui a été dit, mais des projets assez connus en ce moment. Du coup, il y a la pipeline là en Afrique de l'Ouest, je crois. Est. Afrique de l'Est. Oui, Est, je me trompe toujours. Afrique de l'Est. Il y a évidemment les exemples aussi de pipelines aux États-Unis qui passent par des espaces qui, du coup, il y a des populations aborigènes. Il y a un ensemble d'exemples effectivement qui sont pas que historiques. Je sais peut-être pas dit l'inverse, mais voilà, il y a un ensemble d'exemples actuels quoi qui sont dans cette même démarche. Et je pense que la montée aussi du fascisme, elle est à noter aussi dans la banalisation ou en tout cas, on n'a pas besoin d'être aussi fin si on a une approche bien plus fasciste. C'est beaucoup plus facile de justifier ces exactions. Donc je trouve que la montée du fascisme est à noter aussi dans ces dynamiques-là. Ouais, c'est une question puisque depuis le début on parle de bourgeoisie, mais en fait on parle de genre les grands bourgeois type Elon Musk et tout ça qui accaparent, ou même les États et tout, qui accaparent des espaces où on parle de la moyenne bourgeoisie qui boit du champagne et qui vient faire du tourisme, qui a les moyens de faire du tourisme international. Voilà, question de qui on parle en fait depuis le début. Et est-ce que vraiment ces deux classes-là sont les mêmes? En plus, ce matin, il y a eu quand même une conf sur la technocratie. Est-ce qu'on ne devrait pas utiliser le terme technocratie à la place? Question. Moi, j'avais envie de répondre sur le tourisme, et ça, du coup, rejoint un peu ça. Je ne sais plus qui était ce conférencier gesticulé. Il parlait du tourisme industriel. Il avait été guide pour voyage all-inclusive pendant très longtemps. Il racontait à quel point c'était horrible, ça avait l'air de l'avoir vraiment atteint beaucoup. Mais même, il faisait un petit historique et il racontait que en fait, avant le XVIe siècle, je crois, la notion de voyager pour le plaisir n'existait pas vraiment. Soit on voyageait pour la marchandise, soit on voyageait pour migrer. Et à partir dans l'histoire de l'humanité, quand il y a les richesses et les moyens de puissance qui continuent de se creuser, c'est à partir du XVIe siècle qu'il y a l'aristocratie qui commence à partir pour le plaisir, pour voyager pour le fun, et à notamment aller voir la tour de Pise, d'où le mot tourisme. Et donc à l'époque, le mot tourisme, c'était... c'est ce qu'il m'a dit. Hein. Ok, c'est pour moi. Ouais. Ok. Bon, c'était une des destinations... ça aurait été une des destinations principales. Et donc c'était une connotation plutôt vertueuse dans ce mot-là. Et dès que les classes moyennes ont commencé à avoir assez de moyens, assez de ressources pour pouvoir également goûter au tourisme, ils ont un peu l'aristocratie a un peu travaillé pour changer la connotation du mot et que ce soit non plus élogieux, mais en fait assez insultant quoi. Tourisme, c'était voilà, sur le 18e, 19e, c'était devenu un terme plutôt péjoratif. Et voilà, et aujourd'hui, on a des gens qui se déplacent bien plus facilement que n'importe quand auparavant. Et ça, je le mets clairement sur le dos d'un décuplement de possibilités de moyens, en fait. Un avion est par un facteur de milliards plus permissif, plus fort que des pieds ou un cheval pour faire de distance, quoi. Voilà mon élément de réponse. Pour apporter un début de réponse à ce que tu dis, je pense que dans le cadre de la politique néocoloniale et de l'accaparement des ressources et des terres, notamment de l'extraction minière, on parle beaucoup des grands capitaines d'industrie, type par exemple Bolloré, son influence en Afrique, le fait que y ait un rachat des infrastructures de communication, des réseaux d'eau, des réseaux ferroviaires, de transport,
et un rachat des médias pour contrôler l'opinion, qui du coup servent des intérêts économiques des bourgeois des pays occidentaux. Donc je pense qu'on va plutôt de ces gens-là. Après, ça bénéficie aussi à une classe moyenne bourgeoise au travers de tout ce que ça permet de produire qui bénéficie à travers la commercialisation aux classes moyennes bourgeoises occidentales. Je sais pas si il y a un intérêt de cibler potentiellement les acteurs, quoi. En fait, j'ai l'impression que c'est plutôt la logique bourgeoise qui est plus intéressante et qui a des échelles différentes. Effectivement, sur Elon Musk, on a une capacité d'appliquer cette logique bourgeoise, coloniale, je veux dire, d'exploitation à grande échelle, quoi. On a une capacité à l'appliquer de façon bien plus importante que la petite bourgeoisie ou la moyenne bourgeoisie. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une logique qui transcende en fait ces différentes peut-être classes sociales ou précises, je sais pas en sociologie la précision qu'il y a sur ces classes sociales. Je sais que c'est pas mal débattu, ou à partir de quand est-ce qu'on considère la bourgeoisie bourgeoise, ou voilà, peu importe. Mais j'ai l'impression que les logiques bourgeoises, elles sont assez claires. Et du coup, ça me semble, en tout cas dans ce contexte-là, bien plus pertinent de viser la bourgeoisie que la technocratie, parce que c'est des logiques qui vont au-delà des logiques technocratiques. Je pense que c'était un peu une pétition principale de ce soir, mais voilà. Non, vas-y. Mais du coup, pour rester sur ta question, et du coup, c'est quoi le point avec ce qu'on a vu ce matin? Moi, je dirais que la technocratie en soi, c'est pas eux qui vont s'accaparer la terre directement, mais c'est les facilitateurs en fait. C'est ceux qui vont donner les moyens de le faire beaucoup plus facilement. Parce que oui, l'accaparement de terre, on l'a vu depuis. Certains diraient depuis la naissance de l'agriculture, peut-être, même certains diraient avant, quand les Néandertals se battaient avec les Homo sapiens, je ne sais quoi. Mais voilà, l'accaparement de terre, c'est quelque chose qui date de sûrement aussi longtemps que l'être humain. Mais oui, pour moi, les technocrates, c'est pas ceux qui font l'accaparement, c'est ceux qui vont le rendre possible à une échelle beaucoup plus grande que ce qu'on a. C'est comme ça que Ouais, je vais encore donner un autre exemple, mais qui était pour essayer de sortir justement aussi que de l'accaparement des terres, parce qu'il y en a des milliards d'exemples, mais qui était plus culturel, et je pensais au yoga notamment. Voilà, on peut me couper dessus, mais où il y a des origines notamment indiennes, et où aujourd'hui ça a été réapproprié. C'est un des formes de culture qui a été le plus réappropriée à travers le monde. Il y a eu le plus de bouquins, où il y a eu le plus de formes de yoga différents. Et moi, ça me pose question sur cette réappropriation culturelle aussi. Enfin, je sais pas comment dire, et aussi comment on retire toute l'essence de ce que ça peut être quelque chose pour en faire quelque chose qui plaise et qui corresponde à un public bourgeois justement. Et aussi et je pense dans l'accaparement, il y a aussi le fait de pas donner quelque chose en échange, je sais pas comment dire, quand tu parlais du fait qu'on donnait de l'argent notamment, mais en fait 3/4 du temps déjà on donne pas d'argent, c'est vraiment une toute petite somme par rapport aux milliards qui se font sur leur dos. Et sur le yoga, moi je pensais aussi à ce truc on me questionne notamment sur le fait on peut s'intéresser à une culture, pratiquer le yoga, etc. Mais j'ai du mal sur le fait de se dire qu'on s'intéresse pas à ce qui se passe là-bas dans leur pays, par exemple, notamment avec l'industrie minière ou pharmaceutique qui détruit complètement leur village, alors que nous, à côté, on fait du yoga dans nos pays. Donc bref, je vais un peu loin et je suis un peu perdu, mais... Non, c'est vrai. Du coup, j'aurais aimé amener la question aussi au niveau du féminisme, parce qu'on a parlé de comment la bourgeoisie s'accapare des espaces dans ses dimensions coloniales, écocida et capitaliste industriel, ses conséquences. Mais je pense qu'il y a un autre suprémacisme qui en bénéficie, c'est le patriarcat, la domination masculine, le suprémacisme mâle, comme on peut l'appeler. Et notamment à Los Angeles ou dans les quartiers rouges des Pays-Bas ou en Allemagne,
dans les États réglementaristes qui légifèrent et qui décident d'encadrer le système prostitutionnel en le légalisant, qui veulent considérer les personnes prostituées comme des TDS, alors ils doivent aussi considérer les proxénètes comme des patrons, et les proxénètes deviennent une classe bourgeoise à leur manière, et une fois légalisé, le système prostitutionnel, ça permet à des proxénètes patrons de racheter des quartiers entiers, de mettre des femmes dans des vitrines comme en étal, comme sur un marché, comme vous voyez les poulets les premiers jours sur les marchés en Chine. Et ben de la même manière, on a des femmes qui sont en vitrine comme sur des étals, sur des mètres, enfin des centaines de mètres, je sais même pas, des kilomètres de quartier quoi, avec de la pornographie partout, sur des grands écrans, c'est une colonisation à la fois bourgeoise de l'espace, mais aussi masculine, puisque des espaces qui deviennent complètement orientés pour la domination masculine, et lorsqu'une femme s'y rend, ce qui est complètement incohérent avec le but de ces lieux, lorsqu'une femme s'y rend, elle est directement considérée comme une personne prostituée, quoi. Elle est directement considérée comme une personne à disposition. Elle va directement se faire poser la question de combien elle coûte, combien elle vend ses services, entre guillemets, combien elle se vend, quoi. Et donc, il y a une transformation de l'espace et des personnes qui l'occupent, notamment des femmes. Et du coup, ça sert cette mafia légalisée des proxénètes. Donc, ça sert cette bourgeoisie puissante, quoi, mais ça sert aussi peut-être une moyenne bourgeoisie, tous les clients qui auront les moyens, tous les clients, je mets entre guillemets, les prostitueurs, les hommes qui auront les moyens d'acheter des femmes, et là ça recoupe avec le colonialisme, etc., puisque les femmes qui sont mises en vitrine par cette bourgeoisie, c'est des femmes principalement ukrainiennes, nigérianes, etc., qui viennent de réseaux plus ou moins de traite. Donc il y a vraiment un recoupement là-dedans, et je voulais élargir la question, toujours en parlant de cette bourgeoisie patriarcale des proxénètes, sur la question des pornocrates qui s'accaparent aussi des espaces, on disait culturels, qui vont de toute l'industrie avec l'industrie du sexe florissante, toute culture devient érotisée, on érotise la violence, on érotise tout en fait, et ils s'accaparent aussi Internet, les imaginaires en développant la pornographie. Et notamment un tiers de Internet c'est de la pornographie, c'est du contenu pornographique quoi. Et du coup ils s'accaparent même les imaginaires. Donc c'est pas des espaces forcément des terres, des territoires, enfin ils y passent aussi, mais ça s'élargit sur des questions culturelles, mentales, etc. De leur puissance. Bah justement, pour parler d'Internet, je pensais à la création d'Internet qui au départ... Alors moi j'étais très jeune, hein, mais de ce qu'on me disait au départ, les sites qui étaient accessibles sur Internet n'étaient pas capitalisés, ils ne produisaient pas d'argent. Et aujourd'hui, le monde numérique n'est plus qu'un échange d'argent, de publicité, etc. Et ça me rappelait à quel point c'est un autre espace, le virtuel, qui a été totalement accaparé aussi par la... Je sais pas si c'est de la bourgeoisie ou de la technocratie, là par contre. Qui s'est accaparé cet espace qui au départ était créé pour de l'échange, c'était ça qu'on disait d'Internet, ce serait un lieu d'échange international d'informations, de création, et là tous les sites qui nous sont proposés, et même on se sent vraiment enfermé maintenant sur Internet. Tout le monde dit que, comment dire, il y a quelques applications où chacun va, et puis pour chercher quelque chose de différent, c'est vraiment très difficile, et pour chercher quelque chose qui n'a pas de pub dessus, c'est quasiment impossible. Voilà. Du coup, c'est plutôt une très très bonne transition pour le deuxième point qui était justement comment la bourgeoisie s'accapare les espaces médiatiques et culturels. J'ai l'impression que là, on a parlé de pas mal d'outils de la bourgeoisie pour s'accaparer les espaces géographiques et matériels. Et ça a été évoqué plusieurs fois qu'il y a aussi une nécessité de faire accepter cette appropriation-là. Et du coup par le biais de différents outils et donc potentiellement via des espaces un peu plus immatériels mais quand même assez omniprésents aujourd'hui, donc la question des espaces virtuels, médiatiques qui composent une grande partie de la culture d'aujourd'hui. Donc voilà, je pense qu'on peut peut-être si vous avez des éléments supplémentaires à ajouter sur cet axe s'il y a des outils particuliers ou des stratégies de la part de la bourgeoisie
pour également s'approprier, s'accaparer ces espaces-là. Voilà. J'aime bien le sujet de la propagande, qui est assez flippant dès qu'on commence à s'y mettre, et je trouve, je suis pas complotiste, mais c'est vraiment, on se rend compte d'à quel point le profilage va loin des gens, justement pour cette histoire d'acceptation dans le culturel et puis aussi après dans les choix politiques, etc. Où il va avoir un gros travail fait pour justement reconnaître ce qui va plaire à chaque personne, pour lui proposer exactement ce qu'il veut entendre en fait. Et donc bon, je pense que vous connaissez tout ce truc du moteur de recherche qui va vous montrer ce que vous avez envie de voir et qui va créer donc des bulles. Et il y a la même chose sur les réseaux sociaux où les gens se retrouvent dans des bulles et n'entendent que les discours qu'ils ont envie d'entendre. Et avec ça, on profite de plus en plus les gens. Et donc ceux qui détiennent en fait ces moyens, c'est plus les moyens de production là, c'est les moyens de transférer l'information, en fait vont pouvoir manipuler l'opinion générale dans le sens qui les arrange pour vendre plus de produits, pour faire élire le président qu'ils veulent, etc., ou le président qui les a payés pour être élu. Donc voilà. Et et j'ai oublié un truc sur, il y a aussi des choses plus actives. Et par exemple, il y a un documentaire sur la fabrique du mensonge, je crois. Je suis plus sûr du titre, mais où en gros on voyait c'était Bolsonaro qui avait, pour être élu en fait, qui avait vraiment investi par exemple les groupes WhatsApp et donc il avait le cabinet de la haine, je crois qu'il appelait, qui allait transmettre plein d'informations haineuses pour discréditer ses opposants de gauche. Et donc par exemple ils allaient mettre des fausses images pour décrédibiliser en gros ceux qui allaient être pro mariage homosexuel ou quoi. Donc un qui était vraiment frappant, c'était une photo de sucette en forme de pénis en disant regardez, ils ont distribué ça dans une école, c'est la faute de ces foutus LGBT qui font de la politique. Enfin c'était un truc du genre, et c'était que des fakes comme ça, des fake news, et ils allaient inonder en fait des groupes WhatsApp qui à la base c'était pas du tout ça, c'était des groupes WhatsApp genre il y avait des gens qui vont jouer, je sais pas, au golf entre eux, des trucs comme ça. Enfin, vous direz des gens qui jouent au golf, c'est sûrement peut-être déjà des groupes WhatsApp. Mais en gros il y avait plein de groupes WhatsApp de plein de trucs, mais qui avaient été créés en fait par ce cabinet de la haine. Et en fait c'était des groupes qui à la base n'avaient rien à voir avec la politique, mais il y avait toujours une ou deux personnes en fait qui travaillaient pour ce cabinet dans les groupes WhatsApp, qui allaient rester dormants très longtemps, qui allaient faire sa vie sur le groupe WhatsApp, et puis de temps en temps il allait balancer des fake news comme ça pour orienter en fait la pensée des gens. Du coup, si on parle de l'accaparement des espaces culturels, alors moi je pense tout de suite à l'appropriation culturelle aussi, mais t'en as un peu parlé. Et après sur la partie médiatique, ça me fait penser à, encore une fois, à ce cher Monsieur Bolloré, qui a décidé, et c'est très intéressant d'observer en fait que il a arrêté pas mal de business sur la partie, alors j'ai plus exactement tout en tête, mais il a un business énorme au niveau des ports, des routes, etc. Et en fait, il a commencé à partir un peu de toutes ces industries-là pour, on sait, il est propriétaire notamment de Canal+, etc. Et en fait, en Afrique de l'Ouest notamment, on voit à quel point ce changement-là s'effectue. Parce que en fait sa stratégie maintenant elle est sur un tout autre angle, en se disant voilà, ça c'est acquis, j'ai accaparé les terres, je les ai bien détruites, j'ai fait mon business et du coup maintenant je vais aller accaparer les médias pour en fait étendre mes projets politiques et toute autre chose. Et on le voit aussi, là, tout en parlant, je viens d'avoir une autre idée c'était Rhin, je crois, c'est ça son nom, qui est alors je connais pas hyper bien le sujet, mais en gros, qui est une personne très très riche, qui a pour ambition d'utiliser son argent pour faire diffuser toutes ces idées géniales d'extrême droite. Et j'ai perdu mon idée de pourquoi lui est arrivé quand je parlais, mais voilà, l'accaparement des espaces médiatiques par la classe bourgeoise, on la voit, enfin elle est hyper présente aujourd'hui, et ces deux personnes en sont un bon exemple, quoi. Je me suis éparpillée. Je trouve ça intéressant aussi de se pencher sur les médias que les groupes militants fréquentent le plus. Parce que les médias de Bolloré, en fait, ça fait longtemps qu'on sait qu'ils sont ravagés, quoi. Et qu'il y a une zombification du débat public en général. Une nazification du débat public, si vous voulez.
Moi, je trouve intéressant de me pencher sur Vers le média et Reporter aussi, qui en fait partagent une forme de schizophrénie ou d'hypocrisie sur certains sujets, une forme de en même temps, on pourrait dire, à tantôt valoriser des contenus sur effectivement les exploitations sociales, écologiques dont on a parlé là depuis une heure, à montrer un petit peu les luttes locales qui peuvent exister, notamment sur des projets miniers, sur des projets d'infrastructure, et de l'autre à servir en fait le récit de la transition énergétique, là je pense à Gaëtan Gabriel notamment, qui publie souvent des shorts pour dire que là pendant le mois de juin on n'a jamais produit autant d'électricité verte grâce aux panneaux solaires et que c'était vraiment une bonne chose, c'était la bonne nouvelle de la semaine. Et voilà, ce genre d'écologie friendly, positive, où on dit 5 bonnes nouvelles, la Suède a interdit les touillettes en plastique, et en fait ça contribue, on aurait tendance à penser que ces gens-là sont nos alliés, et que bon bah il faut tout, etc. Mais en fait ça contribue, je trouve, vraiment à pacifier la question écologique, à la rentrer vraiment dans le moule capitaliste ou technocrate comme on veut pour le coup de la transition énergétique, quoi, qui n'est absolument pas une solution au désastre. Enfin, en tout cas la question écologique, si on la prend par le versant énergétique, c'est une erreur, puisque toutes les énergies s'accumulent entre elles, ça forme une symbiose, ça forme une synergie, quoi, pour le coup, mais qui vient en fait juste permettre à l'industrie capitaliste de produire plus de marchandises, plus de nuisances, et il n'y a absolument pas de substitution les unes entre les autres. Et par ailleurs, ça vient exiger une demande en métaux monstrueuse pour remplacer les pompes à chaleur, enfin les chaudières au fioul par des pompes à chaleur, remplacer les voitures thermiques par les voitures électriques, en général électrifier toute la production, quoi. Donc en fait, il y a une forme de schizophrénie et de récupération capitaliste, parce que aussi quand on creuse parfois, ça peut être des médias qui peuvent être plus ou moins aussi financés par des grands groupes derrière ou autres. Et voilà, enfin, je trouve ça dommageable en fait d'entretenir cette schizophrénie et ça en même temps, puisque on voit qu'aujourd'hui les ouvertures de mines, par exemple en France, se font sous couvert de la transition énergétique, et c'est ça le discours dominant qu'on vient asséner aux populations. Donc si c'est le même discours que vente Vers le média et Reporter, c'est un peu ballot. On n'a pas tant de médias alternatifs que ça, donc autant que ce soit pas des médias capitalistes. Sur les nombreux moyens qui sont utilisés par la bourgeoisie pour s'accaparer des territoires, à la fois géographiques et à la fois dans les idées, bah, t'as bien cité ce terrain, voilà, ça me rappelle que c'est une guerre médiatique qui était anciennement menée avec des comptes parfois faux, des usines de clics, des choses comme ça pour influencer même des opinions en fait. Et vous l'avez évoqué aussi, voilà, les algorithmes qui créent des bulles algorithmiques sur les réseaux sociaux qui vont en fait abonder dans le sens des avis qu'on a déjà et en fait nuire à la possibilité de discuter de différentes opinions, même voilà à l'échelle de la population, quoi. Et la nouvelle mutation de ça pour moi, qui est arrivée de façon tout à fait antidémocratique, c'est l'intelligence artificielle, qui décuple en fait cette potentialité de créer du contenu biaisé, contrôler le contenu dans les mains des bourgeois et pas dans les mains de la population, quoi. Donc c'est vraiment un outil qui peut être fait par des personnes vertueuses. Ça me rappelle le livre de Laurent Lefebvre, Lettres aux ingénieurs qui doutent, et qui raconte comment dans son parcours de 35 ans d'innovation technologique, il a eu des mirages coup sur coup dans, je sais pas, une douzaine de carrières différentes, des mirages de pouvoir améliorer la société, pouvoir faire bifurquer la société, et qu'il a été démuni désillusionné par de nombreuses raisons, et notamment le fait que ces inventions, même si elles sont faites avec une intention vertueuse par le créateur, se font ensuite accaparer par des salopards. Et donc c'est ce qui se passe avec l'IA typiquement. On a quelque chose qui arrive de façon complètement
à l'encontre de la concertation de la population et qui est imposé tout de suite dans les sphères les plus puissantes de la société. Je pense à l'armée, je pense aux médias, je pense aux 107 milliards d'euros qui ont été investis par Macron dans l'IA, aux 300 milliards des USA et de la Chine, sous couvert des vertus que ça apporterait. Voilà, on crée une acceptabilité autour de ça. Oui, regardez les avantages, regardez surtout pas les inconvénients, regardez les avantages. Pour moi, le résultat à la clé de ce braquage, c'est une perte de contrôle croissante de la population pour les moyens de subsistance, les moyens de médiatisation des gens les plus pauvres. Voilà, j'ai fini. Je réfléchis en même temps à ce que tu dis. J'avais une autre chose qui m'est venue dans accaparement des espaces culturels. Encore une fois, un exemple en ville. Enfin, là, ça me fait penser à des choses qui se passent à Nantes, mais je pense que ça se passe dans plein de villes. C'est en gros que la bourgeoisie va acheter des terrains avec un projet pour peut-être dans 5 ans ou dans 10 ans mettre en place, je sais pas, des bureaux, des logements, etc. Et en attendant, pour éviter que ça soit squatté, et ben du coup on va créer des espaces dits culturels, parfois ils sont culturels, et avec un peu aussi cette ambiance, dans des hangars, on essaie de faire un peu comme si c'était un squat pour que ça soit cool, etc., et que ça attire un peu une certaine part de la bourgeoisie, alors qu'on sait très bien que ce bâtiment va être détruit ou réutilisé à d'autres fins, et du coup je pensais à ça dans l'accaparement, c'est aussi de transformer un peu une culture ou s'approprier, là aussi il y a la notion d'appropriation de certains codes. Justement je parlais des squats, on va utiliser un peu certains trucs en apparence mais en fait qui est complètement dénué de sens et qui parfois aussi essaie de dépolitiser notamment les personnes qui vont fréquenter ces lieux-là, pour autant en déculpabilisant aussi les gens qui fréquentent ces lieux, quoi. Je vais compléter un peu sur les tiers-lieux là, vu que tu viens d'en parler, mais sur le fait que les squats, c'est une des plus grosses appropriations culturelles dans le sens où ça a accès à tout, à tout ce que les gens, par exemple, ont écrit sur Wikipédia depuis la création d'internet, tout ce qui a été produit par n'importe qui est devenu une propriété privée, quoi. C'est quand même, je voulais juste dire ça. Je pense effectivement que c'est une des plus grosses. Pour revenir sur ce que disait Janice sur l'appropriation des squats, etc. à Nantes, moi ce qui me choque, c'est l'appropriation des le style pauvre par la bourgeoisie. À quel point c'est répandu, et par exemple le cas des friperies à Nantes, je sais pas si c'est le cas dans toutes les villes, mais maintenant trouver une vraie friperie qui ne vend pas des vêtements à un prix exorbitant, c'est exemple de cette appropriation de la bourgeoisie d'espaces qui au départ étaient créés pour être accessibles à tout le monde et qui maintenant disparaissent, et on a encore moins d'espaces accessibles pour les personnes en galère financière, quoi. Les personnes qui doivent vendre. C'est pas vraiment pour les personnes en galère, mais moi je pensais plutôt au mode, aux gens un peu engagés, politiquement, quoi, et manger vegan tout simplement. Ça m'énerve de plus en plus de voir des trucs un peu hipster. Alors je sais pas si hipster, moi quand je parlais de ça, ça me faisait un peu penser à ce style hipster, on fait semblant d'être pauvre, on va porter des fringues un peu vieilles ou quoi. Et j'ai le même truc avec des restaurants qui vont dire on est vegan ou quoi, qui vont faire des repas, le même genre de repas qu'on pourrait manger au Magrestan, sauf qu'au lieu de te faire payer 1 euro, ils te le font payer 20 euros, 30 euros, et faire mais c'est vraiment ce truc de on a boboisé, c'est vraiment plus bourgeois en fait. Non mais c'est vraiment un truc c'est devenu un truc de riche, de bourgeois en fait, de manger vegan.
et plein de trucs comme ça qui étaient un peu engagés politiquement, un peu de gauche en fait, où c'est devenu vraiment un privilège de riche en fait, alors qu'il n'y a pas de valeur en fait, juste ils se sont donné un style et tout, et genre c'est tout dans l'apparence en fait, et de se réapproprier des codes culturels et ensuite de rendre ça un truc de luxe. Mais par contre j'ai pas d'exemple pour répondre à ta question qui favoriserait plus pour les personnes, pour les personnes qui arrivent. Il y a un petit exemple auquel je pense, je vais pas en parler trop longtemps parce que je me sens pas trop à même de le faire, et puis il y a quelqu'un qui l'a très bien fait dans une vidéo, mais ça me fait penser à une vidéo de Grégoire Simpson, si je me trompe pas de son prénom, de son blaze, du coup qui a fait une vidéo sur Jul, pour les personnes qui connaissent Jul, qui est un rappeur, qui a expliqué comment la bourgeoisie en fait c'est complètement approprié la musique de Jul qui à un moment était hyper critiquée, dévoyée et qualifiant d'une musique de beauf pour utiliser un terme bien classiste, et qui en fait comment le curseur en fait petit à petit s'est déplacé et comment aujourd'hui la bourgeoisie s'approprie. C'est plutôt un partage que... Bah, je sais pas qui était. Moi j'avais plusieurs choses que j'ai juste oublié évidemment. Non, la première chose c'était il y a aussi l'appropriation culturelle dans par exemple la collection d'art, de choses comme ça. Il y a des données coloniales et où en fait on va enlever de la culture aussi. C'est pas juste la diffusion, quoi. Je viens en parler des médias, mais on va aussi enlever, ce qui est aussi une stratégie coloniale classique d'arriver, d'uniformiser un territoire, quoi, d'enlever la culture locale. Mais là, de façon assez cynique, quoi. Je veux dire, de façon très cynique, où à côté d'un CRA, on va avoir un musée où il y a de l'art. Il faut payer pour entrer dans le musée où il y a bon, c'est vraiment dégueulasse, quoi. Et aussi, ce que je voulais rajouter, effectivement, c'était le fait que non seulement il y a une marchandisation de cette culture qui est réappropriée par la bourgeoisie, mais c'est aussi une stratégie assez étudiée maintenant, pareil, assez cynique, de dépolitisation aussi de la culture, quoi. Quand on prend des cultures populaires dans le sens premier, donc qui viennent du peuple, quoi, cette appropriation par la bourgeoisie déjà la normalise cette culture qui était pas à la norme, genre comme ce que tu as décrit, et du coup on lève pas mal de sa capacité subversive, ou en tout cas prétention subversive. Du coup il y a un réel je pense qu'il y a une réelle stratégie en fait, ou tout au moins mécanisme de défense de la part du capitalisme et de la bourgeoisie de s'approprier ces cultures alternatives, quoi. Je peux juste ajouter un tout petit truc, mais je trouve qu'au-delà de la bourgeoisie, en fait, c'est vraiment le suprémacisme blanc, tu vois, si on pense à ce qui se passe en Palestine, à ce qui se passe pour les Kurdes, enfin, en fait, il y a énormément de communautés comme ça où on va volontairement vouloir détruire tout pan de leur culture. Ouais, c'était pour rebondir sur les points que vous avez soulevés tous les deux, sur Jul et sur justement comment la bourgeoisie se réapproprie et dépolitise en fait des contenus populaires. Je trouve que les deux se mixent bien, et une manière de faire, c'est aussi de financer Jul et de financer des rappeurs comme ça qui vont plus rien à voir avec un peu le rap originel de remise en question, etc., mais qui vont plutôt être du rap au final très consensuel, qui est juste misogyne, quoi, avec un petit peu de rythme, et qui va beaucoup mieux passer que du rap qui va remettre les structures sociales en question, etc., comme à son origine. Et il y a cette dépolitisation qui est faite par la promotion d'artistes, voilà, qui remettent pas forcément les choses en question et qui sont ultra misogynes, quoi. Et je trouve que ça c'est bien analysé dans des vidéos d'une personne sur YouTube qui s'appelle Le Dérapeur, et qui analyse comment l'industrie de la musique sélectionne des profils
qui vont avoir l'air populaires, comme tu disais, Corneille, qui vont avoir cette illusion de venir des milieux populaires, etc. Mais pour parler en fait à toute la frange de la population, les classes moyennes, etc., qui vont reprendre ces styles, etc. Donc désincarner, dépolitiser la musique. Ça s'appelle. Enfin, la musique étant une partie des espaces culturels. Ouais, moi c'était aussi un exemple sur la musique et il y a pas longtemps il y avait un concert de musique brésilienne et on était plusieurs à se poser la question de plein de blancs qui étaient habillés avec qui reprenaient des codes d'habits, notamment parce qu'on parlait d'habits, aussi les codes de la danse. Enfin du coup, est-ce que c'est aussi une réappropriation culturelle ou est-ce qu'il faut l'accepter ou est-ce que on se posait un peu ces questions-là quoi, notamment. Et j'ai pas trop de réponse. Je pense sur la notion d'appropriation culturelle, on en a pas mal parlé avec certaines personnes ces derniers temps au Mal-Ouestan. Je pense que c'est une question qui est hyper complexe, mais qui est aussi très intéressante à poser et je pense qu'elle est toujours à prendre en compte avec. On fait encore parler du suprémacisme blanc, mais en fait c'est une politique, enfin c'est un système plutôt qui va produire ça et du coup je pense que la question qu'il faut se poser c'est dans cet angle-là quoi, c'est à quel moment est-ce que ça vient répondre à ce système-là ou est-ce que c'est juste une personne qui va jouer tel instrument chez lui ou elle ou voilà danser un peu à plusieurs personnes. Enfin voilà, j'ai l'impression que c'est sous cet angle-là qu'il faut se poser la question. Ça veut pas dire que y a la réponse. Mais... Je me pose ces questions d'appropriation culturelle. Je me suis posé souvent la question d'où elle venait. Et j'avais l'impression d'observer en France une sorte de manque de culture traditionnelle en fait. À part certaines régions telles que la Bretagne, les Pays Basques, la France et d'autres pays occidentaux, j'imagine, je sais pas tous, moi en Pologne par exemple, j'observe que par contre tous les villages, toutes les villes ont encore des danses traditionnelles de chaque région, des musiques, des traditions qui sont restées. Et en France, c'est quand même quasiment disparu, à part certaines régions. Je me demande si c'est pas une question de manque en fait à combler de culture traditionnelle que les gens essaient de combler avec celle d'autres pays. Et après, c'est juste une théorie, je suis pas sûre de moi. Et parce que aussi il y a eu justement sous Napoléon notamment, mais en fait la volonté d'effacer pour unifier un pays, etc. Mais on parlait des Kurdes par exemple, mais ce qui s'est passé en France c'est pareil. Enfin, c'était interdit de parler le breton. Enfin, en fait, il y a eu une volonté d'effacement des cultures. Et tout ça, ça a été réfléchi et pensé, quoi. Voilà. Je voulais un peu dire la même chose sur la tradition très jacobine française de lutte contre le régionalisme, contre les langues régionales, ça, je pense qu'il y a une spécificité française un peu. Mais après, je m'étais pas mal fait des nœuds à la cervelle aussi il y a quelques temps sur cette notion de réappropriation culturelle. Je pense qu'on peut distinguer quand même entre... faire attention à ne pas folkloriser totalement les cultures qu'on voudrait surtout pas se réapproprier, au sens où parfois ces cultures-là qu'on a tendance à considérer comme des essences immuables, en fait sont elles-mêmes issues du métissage, de la rencontre de peuples qui se sont mutuellement réappropriés des bouts de tradition d'un autre peuple, etc. Et donc il y a une différence à faire entre l'influence que ces cultures peuvent avoir sur nous, dans notre vie privée, perso, etc. Et si on devient fan de la cuisine japonaise et qu'on l'a fait chez soi, très bien, c'est cool, il n'y a aucun problème. Et par contre, les cas où le fait que des Blancs, des Européens s'emparent de ces cultures vient invisibiliser des gens de cette culture qui pourraient l'exprimer et la porter de façon plus légitime en fait, dans l'espace public. Là, moi je ferais une différence entre ces deux situations-là où là ça pose un vrai problème. Carrément. Et il y a un exemple souvent qui est pris, c'est le wax, qui est un tissu qui en plus d'ailleurs est hyper complexe. Si vous voulez vous renseigner sur l'histoire du wax, c'est très intéressant. Mais le wax par exemple qui va être porté par je sais pas, une personne blanche dans l'espace public, waouh, trop stylé,
ça fait cool et tout, et une personne noire qui va porter du wok, c'est ah ouais, ça fait communautaire, elle s'adapte pas, et du coup il y a aussi l'importance de ce qu'on est, ce qu'on représente dans un système aujourd'hui, et ce que ça fait en fait de porter ça ou de véhiculer ça. Enfin voilà, je pense que c'est encore une fois de prendre conscience de l'impact et du privilège potentiellement qu'on a aussi quand je sais pas, on porte, ou on chante, ou enfin peu importe tous les aspects de la culture en général quoi. Et si jamais il y a des personnes qui sont intéressées sur ce sujet, j'ai un livre que je viens juste de commencer, mais ça s'appelle l'appropriation culturelle de Rodney, je sais plus quoi. Voilà, s'il y en a qui veulent le feuilleter, je pars lundi matin. Je peux le mettre à dispo. Il reste 10 minutes. Après, le dernier axe, c'était pour parler des espaces politiques. Mais en soi, on a déjà quand même pas mal recoupé. Après, peut-être qu'il y a des choses plus spécifiques à ajouter sur ce sujet. Et avant ça, si je peux me permettre, genre une petite sortie de personnes qui animent, je voulais juste rebondir sur une chose que tu m'avais pensé en parlant de la question de l'appropriation culturelle. Oui, il y a un exemple qui m'est venu au Québec. La question justement de la représentation de certaines minorités dans des créations artistiques, où l'idée de se dire voilà, il faut qu'il y ait une certaine représentation de ces personnes qui aussi pratiquent un art, etc. Et où en fait c'est carrément devenu aussi un business pour que des créations puissent être produites et diffusées et acceptées par des juges. En fait, il fallait carrément avoir un certain quota de personnes racisées, de personnes appartenant à des minorités, et où, dans un sens, on voit une certaine importance de se questionner là-dessus, sur à quel point certaines populations sont représentées, et à quel point aussi, en fait, il y a un usage vraiment très intéressé et opportuniste du système en place, quoi. Et voilà, avec ce gros dilemme qui arrive. Je peux commencer. J'avais qu'un exemple en tête, là, c'était sur la réappropriation politique des jardins, retourne dans les jardins. Notamment à une époque du coup où je faisais des actions, squatter des terrains en ville à Paris pour faire des jardins. Régulièrement, la mairie, elle venait nous voir pour essayer de connaître le nom du jardin ou qui était derrière et tout, pour se réapproprier et le mettre ils avaient un objectif d'avoir tant d'hectares de nouveaux espaces verts et tout. Du coup, le moins petit truc vert qu'ils voyaient, ils se disaient que ça allait rentrer dans leur truc politique. Et nous, on s'est battu pour que ce soit jamais sur leur cartographie, et justement pour défendre le fait qu'on voulait pas rentrer dans un jeu politique. Bon, après, ça avait plus ou moins d'impact ou quoi, mais c'était un peu pour voir leur stratégie aussi qu'ils peuvent avoir de ce point de vue politique. Et après, il y a une autre mesure qu'ils avaient mis en place, qui était une réappropriation politique et de l'espace public aussi. C'est qu'ils ont institutionnalisé le fait d'avoir des pratiques jardinières en ville. Ce qui fait que pour avoir le droit de jardiner en ville, comme nous on squattait un peu à droite à gauche, il fallait demander un permis de végétaliser. Voilà, le mot végétaliser, bref, c'est très végétal, enfin végétaliser ça fait un peu peinture verte je trouve, et plus trop jardinage quoi, et du coup et pareil ça leur permettait d'avoir plus d'espace carré, ça permettait de contrôler les gens aussi qui avaient le permis, s'il y avait des déchets, s'ils ramassaient pas les feuilles, si c'était pas assez joli ou quoi, ils pouvaient retirer le permis. Ça a été un outil aussi de dépolitisation de l'occupation de ces espaces-là et de mise aux normes aussi de ce que c'est jardiner en ville. Du coup, je pensais au féminisme. Après, je me disais en relisant la question, est-ce que c'est que la bourgeoisie, est-ce que c'est le capitalisme en soi, est-ce que c'est, enfin, je sais pas, je commence à fatiguer. Mais du coup, je me disais, dans tout ce qui est dépolitisation, en fait, le capitalisme va souvent s'approprier des luttes pour essayer de les dépolitiser, quoi. Avec des t-shirts sur ouais, je suis féministe, nanana, et tout ça.
je critique et je ne juge pas les personnes qui ont ces t-shirts-là, mais c'est plus pour critiquer la démarche qu'il y a derrière et la potentielle volonté de dépolitiser en fait ces espaces-là en réutilisant un peu des codes du militantisme. Voilà, ça me faisait penser à ça. Ce que je viens de dire, ça m'invite à questionner, oui, à re-questionner, enfin, ça fait un peu régression, retour en arrière par rapport à ce qu'on a déjà dit, mais sur le terme bourgeoisie quand même, parce qu'on avait abordé à un moment donné je pense qu'il y a eu on l'a employé dans deux sens différents, en fait, selon les interventions et les exemples qu'on citait, entre le sens originel dans la tradition marxiste, qui est la classe qui possède les moyens de production, en fait, qui décide des investissements, ici ou là, etc. Et la bourgeoisie comme la vaste classe sociale des consommateurs aisés des pays occidentaux, quoi. Et donc si on revoit la question sous cet angle-là, de ces deux sens possibles, ça pourrait donner lieu à des discussions, enfin un thème de discussion assez touchy, enfin en tout cas sur lequel je pense qu'il pourrait y avoir des désaccords, c'est qui sont les principaux responsables, enfin au sens où quand on citait au début des exemples comme je sais pas moi les mines de coltan en RDC qui vont nous permettre de nous approvisionner en batterie électrique, en smartphone, etc. ou le soja OGM en Amazonie pour manger de la viande en Occident, etc. Là, c'est tous les consommateurs aisés qui s'accaparent les espaces par leur train de vie, en fait. Et ça, j'avais été assez impressionné par un livre qui s'appelle Le mode de vie impérial, c'est des sociologues allemands, Brandt et Wissen, qui sont pas très connus en France, mais ça s'appelle donc Le mode de vie impérial, et qui montre que il y a, donc là pas du tout dans la tradition marxiste, mais plutôt du côté de l'écologie politique, il y a quand même une part de responsabilité importante du mode de vie des classes moyennes aisées de tous les pays occidentaux. Qui veut pas dire que les premiers responsables c'est pas quand même les grands capitalistes, hein, les grands industriels, les publicitaires, etc. Parce qu'eux sont les premiers responsables. Mais du coup, voilà, cet enjeu de la définition de la bourgeoisie invite à questionner si derrière il y aurait pas chez une partie de l'extrême gauche ou enfin des mouvements contestataires parfois la tendance à se cacher derrière la responsabilité évidente des grands industriels et des grands capitalistes, alors que mais je peux aussi partiellement m'inclure là-dedans, notre mode de vie blanc européen, américain, etc. est globalement responsable de ça, quoi. Qui nécessite énormément d'espace, quoi, dans le monde entier. Je sais pas s'il y a des cartes qui existent des cartes du monde et des terres minières, agricoles, etc., qui rendraient visuel les hectares, les kilomètres carrés dans l'hémisphère sud qui sont exploités juste au bénéfice des populations de l'hémisphère nord. C'est intéressant de voir ça. À ma connaissance, non, mais ce qui est difficile, je voulais parler du coup de la cartographie par exemple des mines. Ce qui est difficile, c'est que c'est dur à voir d'un point de vue satellitaire. Il y a eu un travail qui a été fait ça sur le nombre de kilomètres que représente. Alors je l'ai pas en tête, j'ai pas les données, il faudra venir me demander, mais il y a des cartes là-dessus sur l'extractivisme minier et les quantités de kilomètres carrés que ça peut représenter, des estimatifs. Voilà. Moi je suis d'accord avec la nuance. Je dirais que nous, l'intérêt en Steak Résistance d'utiliser le terme de technocratie, c'est qu'on regarde aussi qui dirige les grandes infrastructures, et on regarde aussi du côté public de l'État et de ses gestionnaires, et en général de tous ceux qui sont les architectes un peu de tout ça. Et ça permet de sortir de juste de la seule focale de la lucrativité et de juste des capitalistes, des actionnaires qui veulent plus de profit. Oui, ils sont responsables, mais
comme tu l'as dit, en fait, notre mode de vie, il est impérialiste. En fait, quoi qu'il arrive, le mode de vie industriel est impérialiste. Donc, l'électricité est impérialiste. Voilà. Et donc, l'électricité pour 60 millions de personnes en France, oui, en fait, ça repose structurellement sur des structures matérielles d'oppression, quoi, asymétriques, et des systèmes extractivistes à l'autre bout du monde. Il faut du sable, il faut du gravier, il faut du lithium, il faut tout, en fait. Et pareil, donc là on parlait de l'énergie, on peut parler des moyens de communication, on peut parler des moyens de transport. Et ça c'est Nello Malgalès qui le montre bien sur les routes. Et pas juste l'autoroute A69, mais toutes les routes, c'est démentiel ce qu'il faut juste pour les entretenir. Et là on parle pas des capitalistes qui utilisent la route près de chez eux, la départementale. Là, enfin, là c'est des infrastructures utilisées par tout le monde. C'est pas le jet privé, mais en fait c'est des infrastructures utilisées par 50-60 millions de Français. Donc ouais, c'est important, je trouve, de se rappeler cette dimension collective, que il y a des niveaux différents de responsabilité, mais qu'en tout cas, à mon sens, les technocrates qui architectent un petit peu tout et qui promeuvent cette forme-là de développement et de progrès sont également responsables à grande échelle du désastre. Ok, on arrive à la fin de notre temps, mais on a dépassé un petit peu. S'il n'y a pas de points supplémentaires, et au pire, on peut les aborder après autour du repas. Merci à vous pour ces échanges. Et voilà, s'il y a d'autres sujets qui se rouvrent, on pourra échanger hors temps de table ronde. Et voilà. Merci.